Bonjour, bonjour et bienvenue dans Shine, le podcast qui fait rayonner les femmes. Je suis Christine Levicki, coach, conférencière et autrice de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler, J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie et mon dernier livre Femme fière, libre et puissante, publié aux éditions Erol. Ce podcast est une invitation à réveiller ta puissance, reprendre ta place et briller sans compromis dans toutes les dimensions de ta vie. À travers chaque épisode, je souhaite t'inspirer à rayonner dans ton travail, ta santé, tes finances, tes relations, ta sexualité et dans tout ce qui fait ta vie de femme. Des questions, des envies, des idées d'invités? Retrouve-moi sur Instagram @ChristineLevicki. J'adorerais échanger avec toi. Avant de commencer cet épisode, j'ai une invitation spéciale pour toi. Il reste encore quelques places pour la retraite Rise Up qui aura lieu du 22 au 26 juin près de Montpellier. Pendant ces 5 jours puissants, je t'accompagnerai pour te libérer de ce qui freine ta réussite. Ces peurs inconscientes liées à l'argent, au manque ou encore à ta propre légitimité. On va aller en profondeur pour réveiller ta confiance, ton audace et te permettre de créer une vie alignée, épanouissante et dont tu peux être fier. Tu veux en savoir plus ? Écris-moi un email à contact@christinelevicki.com et je t'enverrai le replay de notre appel de présentation. À très bientôt. Bienvenue dans Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une femme au parcours bouleversant, audacieux et profondément inspirant, Candice Perrac-Rosière. Candice est entrepreneuse, maman, femme engagée et surtout l'autrice du livre Vous êtes capable, paru aux éditions Robert Laffont. Un récit brut, puissant dans lequel elle partage sans filtre son histoire, marquée par l'abandon, le rejet, un deuil inimaginable, la reconstruction et surtout la renaissance. Dans cet épisode, on va parler de culpabilité, de résilience, de transformation, d'audace et d'amour. De l'amour qu'on ose se donner enfin. Je vous invite à vous installer confortablement, à respirer profondément et à vous laisser toucher par la lumière de Candice, parce que si elle a été capable, vous l'êtes aussi. Alors bonne écoute. Bonjour Candice et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci beaucoup pour cet accueil et cette intro magnifique. Alors, dans ton livre, tu racontes ton histoire et tu choisis de commencer par parler de l'abandon et de ce sentiment de ne pas avoir de place. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qui t'a amené à vivre cette impression d'abandon et surtout comment est-ce que tu as appris à transformer cette blessure en force, en moteur? Bien sûr, avec plaisir. Donc en effet, comme tu l'as dit, ça a commencé ainsi. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai été adoptée en 94. J'avais à peine un mois et j'ai mes parents, des Aveyronnais, français, Aveyronnais de souche, qui sont venus me chercher euh, au Vietnam. En fait, sur un procès-verbal, il est écrit que je suis arrivée à l'âge d'environ une semaine sur les marches de mon orphelinat. Dans un petit chapeau, il n'y avait rien autour et on m'a récupérée. Quelques semaines plus tard, je fais donc la rencontre de mes parents. Et puis en fait, au bout de, je sais pas, quand j'avais l'âge de 2 mois, je suis arrivée en France, dans un tout petit village au fin fond de l'Aveyron, où il y avait 350 habitants. Et bien sûr, ce sentiment d'abandon, on le ressent pas quand on est tout petit, hein. En plus, j'ai eu beaucoup d'amour de mes parents, d'amour de ma famille. Mais en revanche, 2 ans plus tard, eh bien, je vais chercher avec mes parents ma petite sœur qui, elle, pareil, comme moi, a été abandonnée. Et elle, on va la chercher en Colombie. Donc, j'ai une petite sœur à l'âge de mes 2 ans, euh, qui a quelques mois. On grandit ensemble toutes les deux et puis très rapidement, je pense, dès l'instant où j'ai réussi à comprendre, à conscientiser face à mon miroir que j'étais en effet différente. Je ne ressemblais ni à ma mère, ni à mon père et encore moins à ma sœur. Je ne ressemblais même pas à toutes les personnes que j'avais rencontrées dans ma petite vie de mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, quoi. Voilà. Même à l'école, ça se voyait. Et le jour où j'ai conscientisé, bah oui, ça m'a fait bizarre. Et je me suis dit où était ma place, tout simplement. Et puis en plus de ça, étant dans ce petit village, on va dire que la différence, pour certains, elle n'est pas forcément la bienvenue, pour d'autres, ça fait peur. Et j'ai beaucoup ressenti ça vis-à-vis des autres, en fait. Le regard des autres, c'est quelque chose qui me touchait. Mais dès que j'étais à la maison, en famille, ah ben, c'était de nouveau, j'étais la princesse, j'étais aimée, choyée. Et dès que je sortais de chez moi, eh bien voilà, j'avais toujours ce sentiment d'être différente et même
en grandissant, à chaque fois qu'on me demandait ben, d'où est-ce que je venais, si j'avais été adoptée, tous les gens me disaient, ah, mais je suis désolée pour toi, du moins la plupart. Et donc, forcément, c'est là qu'on se dit, bah oui, j'ai été abandonnée. Alors que non, c'est une bénédiction. Moi, j'ai eu la chance de ma vie, quoi. Mes parents m'ont sauvée, on s'est sauvés ensemble. Et, euh, et donc, bah, c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment-là, à travers le regard des autres. Maintenant, comment j'ai fait pour m'en sortir, entre guillemets, je dirais que ça a été un travail de tous les jours. Il y a des jours entiers, des semaines entières d'ailleurs, où je n'y pensais pas, où je n'avais ni la sensation d'être abandonnée, ni d'être différente. Et puis, à chaque fois que je le ressentais, oui, c'était pesant, tellement que j'avais même la sensation, pour tout te dire, d'être presque raciste envers toutes les personnes qui me ressemblaient moi. C'est-à-dire les seules personnes qui étaient asiatiques, j'avais tellement l'impression d'être en communauté et qu'on allait encore plus nous regarder que presque je changeais de trottoir pour qu'on ne me regarde plus. J'avais tellement envie de me fondre dans la masse et d'être comme tout le monde. Et puis, je vais pas te dire que c'est à mon enfance et à mon adolescence que ça s'est réglé. Il a fallu du temps, mais je suis partie dans mon pays d'origine plusieurs fois, j'y ai même vécu. Et quand j'ai vu finalement qui était ce peuple, qui étaient les personnes qui me ressemblaient, etc., je me suis rendu compte qu'elles ne me ressemblaient pas tant que ça, puisque j'avais grandi et mangé en Aveyron, donc j'étais bien plus grande, bien plus costaud que toutes les femmes qu'il y avait au Vietnam. Également, j'avais la barrière de la langue. Je ne m'habillais pas pareil. Donc, je me suis sentie tout autant différente en France qu'au Vietnam. Deuxièmement, eh bien, je dirais que, je dirais en fait qu'au Vietnam, je me suis vraiment sentie bien et à la fois très fière. Fière de ce qu'ils étaient, fière de mes origines, enfin. Euh, donc, il y a eu ce travail, voilà, il y a eu ce voyage qui m'a fait beaucoup de bien. Et après, simplement, ouais, le fait de reprendre confiance en soi et de se rendre compte que la différence, au contraire, eh bien, comme on le dit souvent, voilà, c'est notre force. Mais il m'a fallu beaucoup d'années. euh, et quand je m'en rappelle aujourd'hui, je n'ai aucun regret sur tout ce que j'ai pu vivre, puisque finalement, ça a fait la personne que je suis devenue, hein, tout simplement. Hmm. C'est intéressant parce que j'essaie de lire ton histoire et en fait derrière il y a quelque chose de très universel. Beaucoup de personnes qui nous écoutent n'ont pas été adoptées, n'ont pas été abandonnées, n'ont pas vécu, ne sont pas d'une couleur ou d'une race différente de l'endroit où elles vivent. Donc on vit pas ça, mais on le vit quand même. On le vit différemment, en fait, ce besoin d'être accepté, ce besoin de ressembler à l'autre, ce besoin d'être conforme à ce qu'on pense qui est la norme, en fait, hein, ce besoin d'être conforme à ce qu'on pense qui est la norme fait que on se compare beaucoup et que dans cet exercice de comparaison, on peut facilement tomber dans le piège de se sentir moins bien ou de se sentir, enfin, que la différence, on l'associe à c'est moins bien parce qu'on est différent, alors qu'en Mhm. fait, comme tu le dis, notre différence est notre richesse. Et donc, je suis curieuse de questionner les femmes qui nous écoutent là, de se dire dans quel domaine de ma vie, moi, j'ai l'impression aussi d'être constamment en train de m'inquiéter, de m'intégrer, d'être pareil, d'être conforme. À quel moment j'ai l'impression que ma différence, que ce soit sur mon apparence ou que ce soit sur mon parcours de vie ou que ce soit sur mes choix de vie ou que ce soit sur mes valeurs, enfin voilà, à quel moment je tombe dans le piège de penser que ma différence est un problème, est un handicap, alors qu'en fait, elle est une force. Ouais, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de femmes qui écoutent Shine qui me disent se sentir coupable de pas être assez ou alors d'être trop. Il y a ce sentiment, je suis trop ou je suis pas assez. Et ça, Mhm, très, je vois. très, c'est très courant chez les femmes, je pense aussi particulièrement parce que nous avons tellement d'injonctions sur comment on est censé être que du coup, on se compare à ces injonctions, on se compare aux autres femmes qui peut-être sont meilleures que nous à correspondre à ces injonctions. Et donc, on peut avoir cette impression, nous, d'être trop ou pas assez. Et donc, ça génère une culpabilité. Est-ce que toi aussi qui accompagnes les femmes, et qu'est-ce que tu penses de cette culpabilité? Pourquoi cette culpabilité est-elle aussi ancrée chez nous, les femmes? Je dirais que c'est peut-être depuis la nuit des temps. On a attendu beaucoup d'un homme comme d'une femme. Nous, on est quand même très sensible. On a une énergie, je sais pas qui dirait, on a envie de faire le mieux, de faire le mieux possible. Et forcément, je pense que la société, et même nous-mêmes, et même notre éducation, a fait qu'on a voulu souvent être parfaite.
On a aussi tendance à essayer en effet, de se comparer. Et à chaque fois qu'on a des moments de faiblesse, à chaque fois que c'est souvent de notre faute. Mm. Pourquoi il en serait autrement, en fait? C'est beaucoup plus... Je sais pas comment expliquer. En fait, on est tellement empathique, on est tellement... euh, je pense que c'est même l'essence même d'une femme que de donner, que d'offrir. Et donc, forcément, il y a des moments où on va se dire, ben voilà, c'est de ma faute, je suis trop, je suis pas assez. Mais finalement, je me rends compte que euh, il y a pas de standard, il n'y a pas de normalité. Chacun a sa propre définition de la réussite, de la normalité, de ce que tu veux, quoi. Et en fait, il faut simplement composer avec qui on est. Et je pense que nous attirons on attire qui nous sommes. Donc, partant de ce principe-là, je pense pas qu'il faut se restreindre, qu'il faut se cacher ou qu'il faut. Je pense simplement qu'il faut justement être vrai, être juste. Et euh, pour ça, voilà, je dirais la culpabilité de notre côté. L'humain, de manière générale, aime se faire du mal. Tu sais, l'humain, de manière générale, aime bien s'auto-saboter. Il aime bien. Donc, peut-être que aussi, cette culpabilité, ça nous permet de toujours se surpasser, de toujours être au top. Mais parfois, ce sentiment de culpabilité, moi j'avoue, hein, je l'ai eu toute ma vie. Je l'ai vis-à-vis de mes parents, par exemple, ah mince, je les ai pas appelés, ou alors je vais culpabiliser parce que j'ai pas envie de faire quelque chose et je vais le faire quand même pour. Voilà, ça c'est ce que je faisais avant. Maintenant, je le fais plus. Et je pense que cette culpabilité, c'est aussi transgénérationnel. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais la plupart du temps, moi en tout cas, j'ai vu mes parents culpabiliser pour beaucoup de choses et parce qu'on veut toujours bien faire. Mais c'est beau, hein, c'est comme les gens, tu sais, quand ils relativisent. On nous a appris à relativiser. Alors, c'est beau de relativiser. Il y a pire que moi. Oui, non, mais de toute façon, voilà, oui, il y a pire que moi et puis ça va aller. Mais à force de trop relativiser, on en oublie qu'est-ce qu'on veut réellement. On minimise les dégâts que ça fait sur nous et on se dit, bon, ben, tant pis, c'est pas grave, c'est quand même déjà bien. Et donc, la culpabilité, c'est un peu pareil. Tu vois, on se dit, non, mais je me sens coupable de... En fait, je pense que ça nous fait du bien inconsciemment. Oui, oui, quelque part, oui. Quelque part, ça peut nous aider à nous élever, mais en même temps, ça peut nous conforter dans le fait qu'on est imparfait. Il y a quelque chose de confortable aussi là-dedans. Mhm. C'est intéressant. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit aussi, qui m'a évoqué ce qui est très très présent chez les femmes, c'est le syndrome de la bonne élève. Et Mhm. donc, de toujours vouloir être au top, de toujours vouloir être la super collaboratrice, la super épouse, la super maman, la super copine, celle qui, voilà, celle qui est parfaite en fait, hein, cette quête de perfection. Et, euh, et donc, en effet, il y a quelque chose de positif là-dedans, de se dépasser, d'être au top. Mais le problème avec ça, c'est que à force de vouloir être parfaite, peut-être qu'on perd le lien avec notre unicité. L'idée, c'est pas 100%, tant d'être parfait, c'est d'être soi, en fait. tout à fait. C'est ce que tu Tout nous à dis. fait. Ah oui, complètement, complètement. Et je pense que ça, c'est pareil, on l'apprend à nos dépens quelque part. Et il faut probablement qu'on culpabilise beaucoup trop pour se rendre compte que c'est trois fois rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'ai compris que je culpabilisais trop et qu'il fallait que j'arrête le jour où ben, j'ai eu un trop plein de culpabilité. Mais tant qu'on n'arrive pas à ça, c'est très difficile de se reconnecter à soi et de se dire non, mais c'est OK. Voilà. On est beaucoup trop Ah, exigeante aussi. Mais voilà, c'est tellement universel et c'est tellement aussi des héritages, je trouve que voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Mais voilà, la culpabilité, en tout cas, j'en connais un rayon, clairement. à un moment donné, on se dit, ça suffit, quoi. Ça suffit de se pourrir la vie. Donc, Mhm. tu racontes dans ton livre, après nous parler de ton abandon et de ton adoption et de ce sentiment que tu as dû dépasser. Tu nous parles ensuite d'un drame Mhm. inimaginable, la perte de ton grand amour, Timothée. Est-ce que Mhm. tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu ça? Et surtout, qu'est-ce qui t'a permis de choisir la vie malgré tout? Très bien, ok. En effet, à l'âge de mes 20 ans à peine, eh bien, j'étais voilà, très amoureuse d'un garçon que j'ai appelé Timothée dans ce livre. Et en fait, l'histoire, c'est qu'un jour, j'ai fait à manger et mon compagnon a fait allergie au plat que j'ai fait. Je ne savais même pas qu'il était possible de faire une allergie mortelle, en fait. Et puis, une trentaine de minutes plus tard, il s'est éteint tout simplement. Donc forcément, là, je te laisse imaginer. C'est pour ça que je te dis, la culpabilité, j'en connais un rayon. Ce jour-là, évidemment, ben, au-delà d'avoir perdu la personne que j'aimais,
eh bien, c'était de ma faute. Pour moi, c'était de ma faute. Forcément, le plat que j'ai fait a déclenché son décès. Factuellement, c'est quand même un peu ce qui est arrivé. Et à partir de ce moment-là, si tu veux, mon monde s'est écroulé. Jusqu'à mes 20 ans, j'avais rien vécu. Quand je dis que j'avais rien vécu, c'est que j'avais vécu dans un cocon, dans un monde des bisounours où j'étais tellement bien entourée par ma famille, ils m'aimaient tellement. Je n'avais rien, j'avais perdu, j'en avais, enfin, je vais y arriver. Je n'avais perdu personne dans ma vie. Je n'ai jamais été confrontée à une quelconque maladie ni quoi que ce soit. Donc en fait, ça a été un tellement gros choc. C'était tellement bouleversant, c'était tellement inimaginable, tellement horrible. Euh, voilà, comme je te dis, mon monde s'est écroulé. Et là, alors, s'en est suivi une tentative de suicide. Puis ensuite, je me suis réveillée plus tard à l'hôpital. Après, hôpital psychiatrique, puis clinique, antidépresseurs, anti-anxiolytiques, Xanax. Enfin bref, passons. Ça a été un véritable enfer, clairement. Mais euh, malgré tout, en fait, tu vois, quand tu me poses la question, bah, pourquoi tu as choisi la vie? Je dirais que, tu vois, avant, quand j'étais plus jeune, je disais, ah, ben, le suicide, par exemple, c'est tabou, mais en plus de ça, c'est égoïste, machin. Et c'est parce que tout le monde le disait, donc je répétais simplement ce que les gens me disaient. Aujourd'hui, je le vois complètement différemment, dans le sens où, en fait, les gens se disent, c'est égoïste. Ben non, en fait, on est tellement en détresse, on a tellement ce fantasme que tout s'arrête pour ne plus rien ressentir, qu'en fait, on se trouve des excuses et on se dit, moi, je me rappelle, je me disais, bah, ma sœur, elle aura mes parents. Mon père, il aura ma mère et ma mère, elle aura mon père. Et donc, tous les autres personnes qui me connaissent, ils auront également d'autres personnes dans leur vie pour se soulager de ma perte, en gros, de mon absence. Et donc, je faisais presque un geste, au contraire, j'avais la sensation de faire un geste d'amour qui était ça s'arrête pour moi, mais aussi, plus personne autour de moi ne souffrira de ma présence sur cette terre. Donc, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et on est dans une détresse totale. C'est vraiment ça. Après, maintenant, je suis convaincue aussi que quand on veut vraiment finir avec la vie, on y arrive. Et probablement que moi, à cette époque-là, j'étais surtout en détresse profonde. Et, euh, et donc, on se dit, je sais pas, on essaye de se dire que c'est pour les gens qu'on aime. Donc au départ, on est en mode survie, hein, carrément. On est en mode survie. On le fait pour, là, en l'occurrence, pour ma sœur, pour mes parents. Et puis jusqu'un jour où, comme je le dis dans mon livre, je sais pas, je déguste une glace à la framboise et je me dis, c'est quand même bon. C'est tout. Passons. Puis je marche dans la rue et je croise quelqu'un qui me sourit. Un homme, une femme, peu importe, je me rappelle plus, mais c'est assez agréable quand même. Et puis les jours passent, les semaines, les mois, et à chaque fois, sans l'avoir voulu, mais probablement que mon inconscient le voulait, hein, eh bien, je remarque des petits bonheurs dans mes journées. Et, euh, et un jour, j'ai compris. Un jour, j'ai compris que depuis le début, en fait, il y avait une partie de moi qui voulait vivre. C'est juste que j'ai détesté cette partie de moi. Parce que quand il a disparu, moi, dans ma tête, c'était, mais pourquoi les gens continuent à vivre? Pourquoi les voitures continuent de rouler? Pourquoi je suis encore là? Comment pouvons-nous continuer à vivre alors qu'il a disparu? Et un jour, eh bien, on accepte. On accepte tout simplement qu'on a encore envie de vivre. Et c'est ça qui a été le plus dur pour moi, au-delà de son absence. C'était ça, c'était d'assumer et de véritablement comprendre que j'avais encore envie de vivre. Et puis Mhm. ensuite, je me rappelle, il y a un ami qui m'a dit, c'est fou parce que après ce qui t'est arrivé, tu avais deux possibilités, celle de sombrer, de détester la terre entière, d'être aigri et tutti quanti, ou alors, deuxième possibilité, effectivement, de t'élever vers la lumière et d'avoir de nouveau de l'espoir, de la joie. Et en fait, j'ai pas la sensation d'avoir choisi. Moi, j'ai juste eu la sensation de ne pas avoir le choix, dans le sens où quand tu perds quelqu'un en plus de ça, tu as envie, d'une certaine manière, de lui faire honneur et de te dire, en fait, après ce qui m'est arrivé, je peux pas gâcher la vie que j'ai, en fait. Je suis en vie, donc je ne la gâche pas. Et depuis ce jour, ce sur quoi je peux être vraiment reconnaissante, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette clairvoyance de tous ces petits bonheurs du quotidien. Et, euh, et je pense que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas aussi heureuse aujourd'hui dans ma vie. Je ne verrais pas autant tous ces petits bonheurs. Et parfois, c'est triste, tu vois, Christine, parce que je me dis, c'est triste qu'il m'ait fallu vivre ça pour enfin me rendre véritablement compte de la valeur d'une vie et de tous ces petits bonheurs. Et, euh, Mhm. et j'ai vraiment espoir, et mon livre, il est aussi pour ça, il existe aussi pour ça, c'est j'ai vraiment espoir que même les personnes qui n'ont pas vécu de drame, de tragédie, d'histoire, machin, eh bien, elles puissent véritablement quand même se dire, enfin, se rendre compte que la vie, elle est si belle, elle est fragile, elle est parfois laide, mais même dans sa laideur, elle est belle. Voilà.
Hmm. C'est vrai, on dit souvent, on entend souvent, hein, il a fallu que je sorte d'un cancer pour enfin vivre ma vraie vie, ou il a fallu, ou tout, dès qu'on connaît. C'est pour ça aussi, je crois que c'est intéressant. Parfois, on s'imagine dans une vie où il y aurait plus de mort et plus de maladie et plus rien. Ça pourrait être formidable, mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on pourrait mesurer la valeur de la vie si cette vie n'était pas en danger, si cette vie n'avait pas une fin, ou s'il y avait pas. Il y a quelque chose d'intéressant d'aller vers la mort pour comprendre la valeur de la vie, Mhm. C'est ça. de faire de la place à la mort dans nos vies pour comprendre la valeur de la vie. Et aujourd'hui, la mort est un sujet très tabou. La mort est un échec aussi. Enfin, il y a aussi, c'est Bien sûr. intéressant de changer ce discours qu'on a sur la mort et de voir que ça peut nous amener à mieux vivre. Toi, tu Mais partages donc dans ton livre des moments très sombres, mais tu partages aussi, donc tu nous as déjà parlé, quelques prises de conscience qui t'ont aidé, hein, dans ce processus de guérison. Est-ce qu'il y a d'autres prises de conscience ou des outils peut-être que tu as utilisés? Qu'est-ce qui t'a permis de choisir la vie, de reconnecter avec la magie de la vie, de retrouver... tu dis d'ailleurs dans ton livre, hein, je suis passée de coupable à responsable, puis à capable. Est-ce que tu Mhm. peux nous parler de ce cheminement intérieur et de Mhm. comment tu as fait ce cheminement en fait? Qu'est-ce qui t'a aidé? Quels sont les outils? Quelles sont les prises de conscience qui t'ont aidé, qui je pense pourraient intéresser nos auditrices, même si elles n'ont pas vécu quelque chose d'aussi dramatique que toi? Bien sûr. Je dirais que ça aussi, c'est plutôt universel. Quand on a le cœur brisé, il faut simplement se rendre compte que bah, quelque chose qui est cassé, ça se répare. Et j'ai tout simplement réouvert mon cœur. Alors j'aimerais te donner, tu sais, un plan d'action, te donner des bullet points pour te dire comment faire. Mais non, j'ai pas ça. J'ai la simple réponse qui est la vérité, c'est l'amour, encore une fois. Et quand on s'autorise à nouveau à aimer tout, hein. Voilà, les choses, la vie, à aimer quelqu'un d'autre, eh bien, je pense que encore une fois, on s'autorise à vivre. Et donc, moi, bah, ça a été l'amour, tout simplement. Une rencontre qui a pensé tous mes mots. À la fois, ça m'a fait encore plus culpabiliser, ça c'est sûr. Mais malgré tout, cette rencontre-là, elle a clairement fait la différence pour moi. Et en fait, je dirais qu'il faut jamais perdre espoir et, et aussi, tu vois, en fait, une fois qu'il nous arrive quelque chose comme ça, encore une fois, voilà, on a deux choix. Mais, mais si en fait, au fond de nous, on commence à prendre conscience qu'on a quand même envie de vivre, je pense on dégage une énergie en fait qui nous dit, OK, ben, je suis ouverte. Je suis ouverte à des rencontres, je suis ouverte à aimer à nouveau, je suis ouverte à faire plus de choses, etc. Euh, et donc, il y a l'abondance qui vient à nous et il se passe plein de choses. Mais pour ça, pour être sujet à toutes ces belles choses dans notre vie, il faut y croire et il faut le vouloir. Et j'ai commencé à y croire. J'ai commencé à y croire euh, malgré moi, mais encore une fois, il y a toujours ce subconscient, ce conscient, cet inconscient. Et je pense que on est, je pense qu'il faut arrêter d'écouter sa raison. Il faut simplement écouter son cœur, écouter son intuition. Et cet événement, il m'a permis de me reconnecter à mon intuition. On est trop cérébral parfois, on réfléchit trop. Et pareil, la culpabilité, c'est ça, hein. La culpabilité, c'est parce qu'on réfléchit beaucoup trop. Et parfois, il faut simplement lâcher prise et se dire, OK, il y a des signes dans la vie, en fait, il faut les saisir. Alors, ça fait un peu perché, hein, mais je l'assume totalement. J'y crois vraiment pour le coup. Et à chaque fois que je me suis finalement écoutée et que j'ai écouté mon cœur plus que les autres, plus que mon cerveau, plus que tout ça, il m'est arrivé tellement de belles choses. Donc en fait, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de, bah oui, dans mon livre, vous trouverez telle ou telle méthode. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai même quelqu'un qui m'a proposé d'écrire la méthode Vous êtes capable. Mais en fait, clairement, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de méthode, d'outil finalement. Mais par contre, j'ai le fait d'y croire. Et c'est triste qu'aujourd'hui, très peu de gens savent miser sur eux-mêmes. Très peu de gens se rendent, se, enfin, comment dire, très peu de gens se sentent capables de quoi que ce soit. Alors que dans des moments de gravité, dans des moments d'urgence absolue, alors, mais bizarrement, l'être humain, il est fantastique, hein, nous sommes des super-héros. Mais dans le quotidien, de manière générale, eh bien, tout est,
tout est compliqué, on est tous des drama queens, c'est toujours la catastrophe, ça ne va jamais, on voit toujours le verre à moitié vide. Alors que non, si nous sommes capables de faire des choses exceptionnelles dans des moments d'urgence absolue et de gravité, pourquoi ne le sommes-nous pas tous les jours? Et on le fait aussi beaucoup pour les autres. On est capable de faire beaucoup de choses pour les autres. Mais quand il s'agit de s'aider nous-mêmes, de se sortir nous-mêmes d'une situation, de croire en nous, d'oser se dépasser pour nous, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, En écoute, fait, vas-y, vas-y, continue. je dirais que c'est ce que je dis ces derniers jours. Nous sommes juste des enfants qui avons grandi. Et parfois, je pense qu'on joue les adultes et on oublie de prendre soin de cet enfant qui est en nous. Tu comprends? Et je pense que les gens, quand ils comprennent vraiment ça, ils se disent, mais c'est vrai. Donc moi, je joue aux adultes tous les jours, mais je ne perds pas cette âme d'enfant que je suis encore aujourd'hui et que je serai même à 60 et à 80 balais, tu vois. Mhm. Et quand on est enfant, la vie est tellement plus simple, on est tellement plus capable. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est adulte qui va apprendre à skier. Alors, ça va être très compliqué. Un enfant à 5 ans, il y va tout chousse au ski, tu vois. Mhm. Et c'est un peu pareil. Donc, parfois, il faut arrêter, encore une fois, de trop s'écouter, de trop se prendre au sérieux. Se dire, moi, quand j'étais enfant, quand j'avais 7 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? Et on fonce. Il faut y aller. Il faut toujours être en mouvement, être dans l'action. Voilà, parce qu'on pense qu'être adulte, ça veut dire qu'on doit savoir, qu'on doit maîtriser, qu'on doit contrôler, alors que l'enfant, il va de l'avant. J'ai une amie un jour, on parlait de quelle est la chose que tu aurais aimé savoir quand tu es devenu adulte, enfin quand tu as grandi. Quelle est la leçon que tes parents ne t'ont jamais dit et que tu aurais tellement aimé entendre? Et alors, c'était en anglais, donc je vais le dire enfin, je vais le traduire en français, mais en gros, elle disait, j'aurais aimé savoir que les adultes n'existent pas. Mmh. Et que, en fait, cette idée de quand je serai adulte, et cette image qu'on a, un adulte, ça sait gérer ses émotions, un adulte, ça sait gérer son argent, un adulte, ça prend des bonnes décisions sur sa carrière, un adulte, ça comprend le monde et ça sait agir dans le monde de manière raisonnée, raisonnable. Alors qu'en fait, on se lève le matin et on ne sait pas trop ce qu'on fait, on fait de notre mieux. Et en tout cas, c'est vrai que c'est cette idée qu'on est censé être en contrôle et savoir et être un adulte qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous bloque cette quête de perfection, ce syndrome de la bonne élève, qui nous bloque énormément. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que tu as dit parce qu'il y a eu beaucoup de résonance. Déjà, moi, je dis beaucoup, tu disais tout à l'heure, on pense trop, on réfléchit trop. Moi, je dis, quand il s'agit de décider ou de choisir où est-ce qu'on va mettre notre énergie et notre attention dans la journée, on a tendance à appliquer le filtre du raisonnable en premier et de faire des Mmh. choses raisonnables, des choses qui vont amener des résultats concrets et tout ça. Et moi, j'invite les personnes à mettre en premier le filtre de la résonance. Et toi, tu dis, aller dans le cœur, aller dans l'amour. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, aller dans Ouais. la résonance, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui est vivant, où est-ce qu'il y a de l'énergie, où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie et d'apprendre à J'adore. écouter ça, d'apprendre à Je le l'écouter parce que note. tu le notes, ouais. On n'a pas appris à l'écouter ça. On a appris à faire la to-do list, à faire ce que les autres attendent de nous, à faire ce qui est raisonnable. Et on a perdu le lien avec notre résonance. On ne sait même plus ressentir où est-ce qu'il y a de l'énergie, où est-ce qu'il y a de l'élan, où est-ce qu'il y a de l'envie, où est-ce qu'il y a de l'amour, où est-ce qu'il y a de la vie. Et donc, moi, je ne dis pas forcément de faire des choses qui ne sont pas raisonnables, enfin, mais en tout cas, de d'abord se dire, ça doit être raisonnant. D'abord, ça doit résonner. Une fois que ça résonne, si nécessaire, je le rends raisonnable. Ouais. On a des responsabilités, on a des engagements qu'on a déjà pris en tant qu'adulte, donc on ne peut pas tout plaquer et juste suivre le fil de la résonance. Il y a des enfants à aller chercher à l'école, il y a Sûr. Oui, on a des responsabilités, des obligations, de toute évidence. Mais voilà. ouais, ouais, j'entends. Voilà, exactement. Donc, je voulais un peu. Et aussi, une autre chose que je transmets aussi régulièrement, c'est la notion et c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'être ouverte. Tu disais, l'important, c'est d'être ouvert, c'est d'oser y croire, d'être ouvert. Parce que tant qu'on est fermé, eh ben, on voit pas les Rien qui possibles, on vient. voit pas, Oui, on est fermé à la vie, on est fermé à la richesse de la vie. Et moi, je parle de l'importance de la réceptivité et de l'ouverture aux possibilités. Donc, c'est la même chose, en fait. C'est sûr. de recevoir, d'ouvrir son radar sur le fait que la vie peut être belle et sur le fait qu'on a des ressources et sur le fait qu'il y a, même si on ne sait pas, même si on ne voit pas, même si, imaginons, on est en burn-out ou on est déprimé, tout semble compliqué, à un moment donné, il y a essayer de trouver le chemin pour réussir à ouvrir la fenêtre, pour faire rentrer Mhm. un peu d'air frais. Et
Et là, de s'ouvrir pour recevoir. Parce qu'en fait, il y a plein de choses à recevoir. Souvent, on se sent vidé à bout de ressources, un burn-out. C'est typiquement, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien. La flamme, elle est éteinte. Et il faut pouvoir recevoir ce que la vie veut nous donner. Voilà. Et pour recevoir, il faut s'ouvrir à la possibilité de recevoir. Si Y on croire. pense, voilà, faut y croire. De l'espoir. Les personnes qui n'ont plus d'espoir, évidemment qu'elles ne vont rien attirer du tout. Voilà. Donc c'est un peu le truc qui se mord la queue quand même, parce que comment est-ce qu'on retrouve l'espoir? Donc toi tu dis il y a un peu le temps qu'a fait son travail, ça a été une glace à la framboise, ça a été le regard de quelqu'un. Et c'est bien, c'est encourageant, moi ça me donne envie de sourire aux gens dans la rue, parce que je me dis si c'est un Oh sourire oui. qui peut aider quelqu'un à reprendre le goût de la vie, quel super pouvoir énorme. On a un pouvoir exceptionnel, on ne s'en rend pas compte tous les jours et on peut faire des micro petits gestes qui peuvent changer la vie des autres. Et juste de savoir ça, oh, ça donne envie de rester en vie. Tu comprends? Mm. C'est rien que, tu vois, et justement aujourd'hui, ce que j'ai reçu, et de manière, genre, les gens n'ont pas compris, hein, ce que tu vois, celui qui m'a servi la glace à la framboise, celui qui m'a souri dans la rue, ils n'ont jamais su. Mais par contre, toutes les fois où je sens que je peux, je fais. C'est vraiment si je peux, je fais. Si je peux, je fais parce qu'en fait, j'ai compris que moi, ça a pu changer ma vie. Et je vais te raconter une toute petite histoire et je vais spoiler mon livre. Euh, donc, j'ai une petite fille qui s'appelle Lilia. Et souvent, on me dit, bah, toi, comment tu as choisi le prénom? Et en fait, tu vois, quand j'étais plus jeune, à l'école, eh bien, j'étais confrontée à un peu de racisme, et notamment une petite fille qui qui m'aimait pas du tout. Et le maître d'école, en fait, s'en est aperçu. On était au primaire, hein, s'en est aperçu et il nous a fait apprendre une chanson qu'on a chantée ensuite à l'école devant tous les parents d'élèves. Et cette chanson, c'est la chanson Lily de Pierre Perret. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, et toi-même, Christine, si tu ne te rappelles pas, à écouter cette chanson, donc Lily de Pierre Perret. Et cette chanson, en fait, Pierre Perret, il y raconte une histoire, l'histoire de Lily qui arrive de Somalie et qui commence à faire des sales boulots. Et puis un jour, elle rencontre quelqu'un, elle tombe amoureuse de lui, lui il tombe amoureux d'elle. Et puis il lui fait rencontrer sa famille, mais sa famille, eh bien, elle est raciste. Et en gros, bon, mais ils se séparent. Et puis Pierre Perret continue son histoire et il lui dit, un jour, Lily, tu rencontreras un petit peu bien, avec qui tu auras un enfant. Et cet enfant, il aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. Et forcément, bon, ben, je vais pas te dire que tous les parents d'élèves ont été éblouis par cette chanson et d'un coup, hop, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Mais ça a ouvert quand même les chakras de beaucoup de monde. Et ensuite, tout au long de ma vie, cette chanson, elle m'a bercée. En famille, en musique, on l'a chantée, on l'a jouée, etc. Jusqu'au jour où donc, ben, j'ai eu ma fille. C'était automatique, c'était évident que je l'appelais Lily. Bon, elle s'appelle Lilia. Et tu vois, quand je l'ai appelée comme ça, eh bien, j'ai envoyé un mail à mon maître d'école. Donc, à mon maître d'école, 20 ans plus tard. OK? 20 ans Mhm. plus tard, j'envoie un message, enfin un mail, en lui disant la vérité. Que grâce à lui, en fait, j'ai compris ce que c'était le racisme de la plus belle des manières. Que grâce à lui, j'ai commencé à m'accepter. Que j'ai eu l'espoir qu'un jour, je rencontrerai l'amour avec qui j'aurai un enfant qui aura la couleur d'amour contre laquelle on ne peut rien. Et sa réponse a été exceptionnelle. Il m'a dit, mais c'est fou, c'est pour ça que je fais ce métier. Et je sais, tu vois, que il a planté des graines, elles ont mis longtemps à germer, mais aujourd'hui, si moi je peux planter des petites graines par-ci, par-là, alors je le fais. Et, et, et je sais que c'était la moindre des choses que de lui envoyer un mail, mais en plus de ça, je sais que j'aurais pu aussi ne pas le faire, par flemme, par oubli, par négligence. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte que voilà, ces petites choses-là, c'est c'est en fait je sais pas comment expliquer mais ça a tellement de d'impact possible dans la vie de quelqu'un que voilà il faut le faire tous les jours donc là j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent vous allez réfléchir à quelle est la petite action que vous allez faire qui va faire que ça changera la vie de quelqu'un. Mhm. Et donc aujourd'hui, tu es entrepreneuse, tu es maman et tu accompagnes d'autres femmes, justement, tu es dans ce rôle de vouloir accompagner les femmes. À quel moment as-tu su que tu voulais aider les autres à sortir de leur brouillard? Je dirais depuis mon plus jeune âge, puisque petite, mon rêve, c'était d'être psychologue, dis-toi. Maintenant, je pense que je l'ai toujours su, mais je l'ai assumé le jour où j'ai senti que j'en avais les capacités. Et j'en avais les capacités surtout après ce qui m'était arrivé. Bon, j'ai enchaîné les sales boulots. Quand je dis les sales boulots, c'était les boulots que je n'aimais pas. Mais une fois que je me suis sentie ben, justement capable, une fois que mon livre est sorti, tout ça, je me suis dit, OK, je le suis et je l'ai fait. Et je n'ai pas forcément, tu vois, de diplôme de psychologie. Bon, je me suis formée sur les PNL, mais pas plus, quoi.
uniquement de mon expérience, mais je me suis juste sentie capable. Et encore une fois, ben, quand on sent qu'on est capable de tout, eh bien, on est capable ensuite de recevoir des choses exceptionnelles. Voilà. Mhm. Et dans ton livre, tu dis, même si tu souffres, tu peux continuer à vivre et même rayonner. Et Mhm. Shine, c'est le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire pour toi, rayonner aujourd'hui? Rayonner, ça veut dire être en accord avec, avec mon esprit, avec mon corps, avec mon âme. Ça veut dire que je me suis vraiment connectée à moi-même. Comment je l'ai fait? Je sais pas, j'ai juste accepté la personne que j'étais. J'ai dessiné quelque part dans ma tête la personne que je voulais devenir. J'ai accepté aussi ce que j'ai vécu. En fait, je dis même pas que je l'ai accepté ou pas accepté. Je dis pas que je cautionne ce que j'ai vécu ou quoi. Je dis juste que ça fait partie de ma vie et ça ne fait pas qui je suis. Aujourd'hui, je peux décider de qui je veux être et tous les jours, je peux décider de tout. Souvent, on dit, enfin, ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée. On m'avait dit un jour, Candice, tu ne vivras que ce que tu toléreras. Donc, si tu ne tolères plus quelque chose, Hmm. si tu ne veux plus vivre quelque chose, alors arrête de le tolérer. Et ça m'a foutu une claque parce que je me suis dit, mais n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas que je tolère, mais si. Toutes les choses que je me plaignais dans ma tête, c'était des choses que j'avais acceptées à la base. C'était des choses que j'avais acceptées pour être intégrée, des choses que j'avais acceptées pour paraître parfaite, machin. Et donc, j'ai commencé à arrêter de tolérer, à arrêter de vouloir intégrer quoi que ce soit. Je me suis juste dit, sois toi-même. Et déjà, qui est-ce que tu es? Et donc, c'est quoi rayonner? Rayonner, c'est juste accepter ta place dans ta vie. Et c'est trouver ta place aussi. Et encore une fois, comment trouver sa place? Trouver sa place, je l'ai cherché pendant 20 ans. Bon, il y en a qui mettent encore plus de temps, mais j'ai quand même mis 20 ans à me retrouver, à comprendre où était ma place. Au départ, j'ai cru qu'elle était dans ma chambre. Ensuite, j'ai cru qu'elle était avec ma famille, avec mes parents du moins. Ensuite, j'ai cru qu'elle était au Vietnam. Et puis après, dans un appartement qui est beau, qui me plaît. Et finalement, ma place, elle est là où je me sens aimée, tout simplement. Donc en fait, on devient beaucoup moins matérialiste en plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux vivre à tel endroit, mais si les gens que j'aime vraiment, ma petite famille, mon cocon, part ailleurs, alors c'est pas grave. Cet appartement, il ne sert à rien tant que je suis avec les personnes que j'aime. Donc une fois que on est avec les personnes qu'on aime, qu'on est bien entouré, qu'on s'accepte comme on est, qu'on a accepté que tout ce que nous avons vécu, ça fait partie de notre discours de victoire, la plupart du temps, on rayonne. C'est direct, charismatique, magnétique, etc. Parce que on est OK avec la personne qu'on est et on sait que c'est le process. On sait qu'on ne sera jamais parfait, on sait que, mais on est nous-mêmes, on est unique. Les autres sont déjà pris, donc tant qu'à faire, soyons nous-mêmes. Hmm. Et, et donc rayonner, c'est comme le soleil en fait, tu vois, on a envie d'être avec toi, être avec la personne qui rayonne, on a envie de prendre un petit bout de son soleil. Et quand tu rayonnes, eh bien automatiquement, tu fais rayonner toutes les autres personnes autour de toi. C'est quelqu'un qui sait sublimer les autres, autant qu'il se sublime lui-même, de manière très inconsciente la plupart du temps d'ailleurs. Hmm. Oui, c'est souvent un blocage, ça, hein. Moi, j'accompagne beaucoup. J'ai écrit un livre, J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, dont le premier principe, c'est j'ose être brillante. Et donc, il y a cette notion, voilà, de briller, de rayonner. Et euh, les femmes, beaucoup de femmes, pas toutes, mais beaucoup de femmes ont cette impression que leur rôle, c'est d'être en retrait, c'est de ne pas se mettre en avant. Mais du coup, Et- derrière ça, parce que derrière ça, il y a une notion de modestie, ah bah, rayonner, ça voudrait dire que j'ai tellement confiance en moi que je prends beaucoup de place. Et ça, pour beaucoup de femmes, c'est compliqué. Elles arrivent, parce qu'elles pensent que prendre leur place, c'est prendre toute la place. Ou prendre Hmm. trop de place. Elles pensent que prendre leur place, c'est prendre leur place, c'est prendre trop de place. Et donc, il y a une espèce de blocage, et donc elles préfèrent s'occuper des autres plutôt que de prendre leur place. Et c'est vrai que c'est une fine danse, comme tu dis toi-même, c'est rayonner, c'est être soi, mais c'est aussi faire en sorte que les autres autour de nous se sentent bien quand on est là. Donc c'est nous, on se sent bien parce que nous, on est nous-mêmes, mais on fait en sorte que, enfin, notre énergie, en fait, moi j'ai l'impression que rayonner, c'est vraiment être connecté à l'énergie de vie qui est en soi, d'avoir une Mhm. relation, enfin, de laisser la vie circuler en nous, de pas chercher à être conforme ou de pas chercher à se suradapter voilà, mais plutôt juste d'être soi. Et du coup, il y a la vie qui rayonne, qui circule en soi. Et dans cette énergie-là, souvent, on est très abondante, on est très généreuse.
Mm. parce qu'on est juste allé. Et donc, dans cette générosité, c'est facile de valoriser les autres autour de nous. C'est facile de faire en sorte que les autres autour de nous se sentent bien. Tout à fait. Et puis, la femme et l'homme, de toute façon, a cette volonté à être valorisés quand ils n'ont pas confiance en eux. Et la plupart du temps aussi, quand tu dis, tu vois, ils ont peur de prendre trop de place. Et j'ai envie de dire presque, mais et alors? Et si quand bien même tu prends trop de place, ça fait quoi? Et donc, c'est que la plupart du temps, j'imagine, elles ont peur, enfin, toutes ces personnes ont peur du regard des autres. Donc ça aussi, c'est encore un cercle vicieux, hein, tu vois, la confiance en soi, le regard des autres, le jugement des autres. Mais les gens parfois n'osent pas briller parce que soit ils ont peur de ce qu'on va dire sur eux, ou alors soit qu'ils ont peur de perdre. Parce qu'une fois que tu as tout, mon Dieu, mais ton seul problème, c'est d'avoir peur de plus rien avoir. Alors que si tu as pas tout, si tu n'as rien même, t'as pas peur, par contre. Parce que du coup, bon, bah, tu relativises, ta vie, elle est moyenne, mais c'est OK. Alors que quand tu as tout, ah ben là, tu as peur. Tu te dis, mais quand est-ce que du coup, je vais perdre? Ah, et si jamais je perds, qu'est-ce qui va se passer au monde? Ouais. Tu vois ce que je veux Sauf dire? que ça, c'est ce qu'on se projette, c'est ce qu'on pense C'est qui va ça. se passer. Sauf que dans la réalité, on est connecté à nos ressources. Et Bien donc, sûr. si on est connecté à nos ressources, on est inarrêtable. Et encore une fois, on est capable de tout. On est capable de tout et on n'a pas peur de perdre parce Mais que on oui. sait que c'est pas, en tout cas, on sait que ce n'est pas le matériel Oui. qui définit notre richesse et on sait de ce dont on est capable, on est connecté à nos ressources. Ça, c'est vraiment mon plus grand souhait et je pense qu'on est vraiment aligné là-dessus, Candice. C'est déjà, d'abord, moi, je suis une grande adepte. Il faut d'abord appliquer à soi-même avant de chercher à prêcher aux autres, surtout en tant que coach. Je trouve ça important d'incarner ce qu'on Tout à veut fait. chercher à transmettre. Donc, pour moi d'abord, mais aussi avec un désir de transmettre, de vraiment travailler ma connexion avec mes ressources, de savoir que je connais mes ressources, je sais aller les mobiliser quand c'est nécessaire, quand j'en ai envie. Donc, connecter à mes ressources intérieures et connecter à mes envies, à mes intentions, à qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Donc ce travail de vivre sa vie avec intention. Donc je suis connectée à mes Mhm. ressources et je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et là, du coup, pour moi, c'est ça être inarrêtable. Être inarrêtable, c'est connaître ce que je vaux et savoir ce que je veux. L'essence de soi. Hmm. Voilà. Et une autre analogie, enfin une autre chose que je voulais rebondir sur ce que tu disais, il y a cette peur du regard des autres quand on ose rayonner. Il y a cette peur de ce que les autres pourraient en penser. Il y a aussi la peur de si je rayonne, ça veut dire que je me suis mise en lumière. Si je me suis mis en lumière, ça veut dire donc que je suis vue. Et donc si je suis vue, je m'expose à être critiquée. Je m'expose à ce Vulnérable. que Je suis vulnérable. voilà. Hmm. Et je m'expose à ce que certaines personnes n'aiment pas ce que je montre au monde. Et la réalité est vraie. Quand on se met en lumière, il va probablement y avoir des gens qui ne vont pas aimer ce qu'on présente au monde. Moi, j'ai écrit mon livre, J'arrête de râler, qui a été un énorme best-seller. Si vous allez sur Amazon et que vous regardez les commentaires, il y a beaucoup de commentaires 5 étoiles, mais il y a aussi des commentaires 1 étoile, de gens Bien qui sûr. disent qu'ils n'ont rien appris, que c'était mal écrit, que tout ce qu'on veut. Et donc, Hmm. oui, quand on se met en lumière, on prend le risque que notre lumière soit nourrissante pour notre entourage. Et en même temps, on prend le risque que certaines personnes jugent, commentent, argumentent. Et donc, c'est vrai que d'oser briller, c'est aussi de prendre ce risque. Il y a une phrase de Lisa Nichols, une coach américaine assez connue, que j'ai eu la chance de rencontrer à Los Angeles, qui disait, donc on dit en anglais, mais je vais le dire en français, elle disait, brillez, brillez, brillez. Et si ça dérange les autres, donnez-leur des lunettes de soleil. Tout à fait, bien sûr. Et puis en fait, on ferait rien dans ce cas-là. On ferait rien si on mettait autant d'importance. Et encore une fois, quand certaines personnes, tu sais, me disent oui, mais j'ai peur du jugement des autres, j'essaie de leur demander c'est qui les autres. Ils ne sont pas foutus de me dire qui sont les autres en plus de ça. Tu vois ce que je Oui, veux dire? C'est qu'en fait, ce sont des personnes qui ils ne voudraient même pas leur vie. Ils n'envient même pas leur vie. Donc pourquoi prendre les critiques des personnes dont on ne prendrait pas les conseils? Et quand ils se disent, ah bah oui, c'est vrai, mais non, mais les autres, ces personnes en particulier. Et si jamais, tu imagines, tu peux impacter une personne, est-ce que finalement tu le ferais? Bah oui, bah alors fonce. Et donc en fait, on se rend compte que nos peurs, on se les crée nous-mêmes. On a l'impression que du coup, c'est catastrophique, alors que non, une peur, c'est presque comme une émotion, c'est-à-dire qu'elle vient, elle passe, et on peut la laisser passer. On peut passer les obstacles. Et c'est comme quand on dit, oui, mais je suis remplie de doutes. Mais tant mieux, mais c'est génial si t'es rempli de doutes. Ça veut dire que tu veux bien faire, ça veut dire que ton système nerveux, il fonctionne. C'est OK. C'est des choses qui sont naturelles. Maintenant, ce doute-là, bah, tu peux le faire s'évaporer.
Et donc, en fait, tu vois, on se met des barrières et des murs sans arrêt, alors qu'en fait, c'est rien qu'à nous de nous dire, bah, très bien, j'ai un doute, ok, ça veut dire que c'est très important pour moi, justement, qu'il faut que j'y aille, et point, c'est tout. Et donc, je Voilà. pense on se met trop de barrières, on a l'impression que que rien n'est possible. Voilà, on attend de ne pas avoir peur pour Oui, avancer, alors qu'en fait, si on a peur, c'est bon signe. Comme tu dis, ça tout veut à dire que fait. notre instinct protecteur est là pour nous protéger. Et aussi, si j'ai peur de rater quelque chose, comme tu dis toi-même, tu viens de le dire, ça veut dire que cette chose est importante pour moi. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que je sais ce On qui a est important. trouvé. Mais oui. J'ai trouvé ce que je veux vraiment faire. J'ai trouvé le truc que j'ai tellement envie de faire, mais du coup, j'ai tellement peur de me planter, mais j'ai tellement envie de le faire. C'est génial, tu sais ce que tu veux. Et Oui. donc, je dis souvent aux gens, quand vous avez ce syndrome de l'imposteur qui vous dit c'est n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais, pour qui tu te prends, et je leur dis sortez le champagne, sortez Ben le oui. Mais oui. champagne. Ça Je suis veut tellement dire que d'accord avec vous toi. êtes dans la bonne direction de votre vie. Ça veut dire que vous avez trouvé quelque chose qui résonne. Mm, Vous avez mm. trouvé quelque chose qui vibre. Vous avez trouvé quelque chose que vous avez vraiment envie. C'est Et en ça. fait, c'est très, très difficile dans la vie d'avoir quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie. Justement, Mm. cette envie, cette peur de l'échec, de l'autre côté, il y a une vraie envie de réussir. Et Oui. c'est cette envie de réussir qui est tellement moteur. Moi, quand j'ai voulu écrire mon livre, j'ai eu du mal à l'écrire, j'ai dû dépasser le syndrome de l'imposteur, et c'était pas mon premier livre, c'est mon cinquième. Donc, des peurs, le syndrome de l'imposteur, des doutes sur ma capacité à réfléchir, à organiser mes idées, à ce que mon livre soit suffisamment pertinent, la peur qu'il soit mal accepté. Mm. Je les avais encore alors que c'est mon cinquième livre. Bien Elles étaient sûr. toujours là. Mais Bien sûr. qu'est-ce qui m'a animée? Ce qui m'a animée, c'était l'envie de partager ce que j'avais vécu, comme toi. Ce qui t'a animé, C'est c'est bien l'envie. plus importante que toutes nos peurs. Voilà. Voilà, il y Mm. a quelque chose qui devient plus important. Et ça, c'est notre capacité à connecter à notre résonance. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, Ah. à connecter à notre résonance intérieure et renforcer cette connexion. Parce que cette connexion, c'est de la bombe. Mhm. Enfin, en positif, c'est du carburant, c'est de l'électricité qui va Bien sûr. tellement nous nourrir pour dépasser les peurs. Parce que les peurs sont là. Parce que les Oui. doutes sont là. Ils sont là. Et on Toujours. va vivre avec, ils sont toujours là. Bien sûr. Bien sûr, de toute évidence. Et voilà, encore une fois, c'est comme les échecs, si tu veux. Les échecs sont extrêmement positifs. Déjà, on a la possibilité enfin, on a la possibilité de les faire devenir positifs. Mais la deuxième chose, c'est que chaque personne qui parle de leur victoire parle automatiquement de leurs échecs. Donc, faisons des échecs, faisons-en, parce que plus on en fait, plus la victoire sera grande et plus on va pouvoir raconter toutes nos histoires et ce sera encore plus inspirant. En tout cas, je ne connais pas quelqu'un qui parle de ses victoires sans parler de tout ce qui lui est arrivé et de tout ce qu'il a dû subir ou traverser dans sa vie. Mhm. Il y a toujours une prise de risque, en fait. Il y a toujours le risque de se planter. Le risque de se planter est toujours là. Il est bien plus Et risqué, c'est bien moins risqué que de ne pas prendre de risques. Parce que si tu voilà. prends pas de risques, il t'arrive rien du tout. Oui, mais tu risques ta vie. Parce Si, que, et oui, voilà, bien sûr. Bah parce qu'au oui. final, enfin, tu vas pas en mourir, mais tu meurs à l'intérieur. Les gens viennent me voir, hein, moi, Christine. Ils me disent, Christine, tout est calme. Voilà, j'ai réussi. J'ai un toit, j'ai un travail que j'aime pas tellement, mais machin et tout. Euh, On minimise encore, tu vois. voilà, exactement. Mais j'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui meurt à l'intérieur. Oui, bah oui. Oui, oui, il y a toujours cette petite flamme en nous. C'est soit on la ravive, soit ben, on la laisse éteindre. Et beaucoup font cela parce qu'ils pensent que c'est insurmontable, que ce serait beaucoup trop dur. Donc, mieux vaut rester dans la situation. Encore une fois, on pense qu'on tolère, mais au fond, on ne tolère pas parce que tous les jours, on s'en plaint. Et en fait, ça, pour moi, c'est tout sauf confortable. C'est vraiment tout sauf confortable. Et sur du long terme, en effet, ben, on s'éteint tout simplement. Et en effet, une partie de nous meurt à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Mhm. Mhm. Et c'est le plus grand malentendu sur ma démarche avec J'arrête de râler, mon livre J'arrête de râler. Euh, Parfois, les gens se disent, ah, ça veut dire que maintenant je dois tolérer, mais en plus j'ai plus le droit de râler. C'est-à-dire que je dois tolérer la Mmh. vie, voilà, continuer à faire tout ce que je fais, machin. Mais il y a Ils le maintenant j'ai plus le prennent au droit de premier râler. degré, oui, bien Voilà, sûr. exactement. J'entends. Mm. Or, moi, je leur dis, non, non, non. L'objectif, c'est de te créer une vie qui te fait moins râler, de te Ben, créer une vie où tu n'as plus de raison de râler. exactement, plus aucune raison, tout à fait. Qu'est-ce que tu dois changer? Alors, il y a des choses qui doivent changer
à l'extérieur, des choses que tu dois Ouais. arrêter de tolérer, tu dois communiquer, tu dois poser des limites, tu dois t'organiser mieux. Enfin, il y a des choses concrètes dans ton monde extérieur que tu vas changer pour ne plus le subir et pour ne plus le tolérer. Et donc, du coup, ne plus râler. Et puis, il y a aussi des choses à l'intérieur de toi où tu dois t'apprendre à t'ouvrir au possible, Mm. à ne plus laisser tes peurs. Donc, il y a un travail intérieur et il y a un travail extérieur avec notre entourage, avec notre organisation pour créer une vie dont on est fier. Voilà, Très voilà. aligné. La discussion Euh, est dense et riche. ouais. Alors, on va clôturer cet épisode, mais j'avais envie de te donner une opportunité. S'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, une idée importante, est-ce qu'il y a un message fort que tu n'as pas encore eu l'occasion de transmettre dans cet épisode et que tu voudrais vraiment transmettre avant qu'on puisse conclure? Je dirais que, en fait, je dirais qu'il faut parfois savoir se choisir parce que se choisir, c'est choisir les autres. Et en fait, quand ma fille est née, je me suis posé cette question de est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je suis maman au foyer? Est-ce que je me consacre à ma fille? Et puis après, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Et je me suis dit, si je veux que demain, ma fille, elle puisse se choisir, ne pas se sacrifier et se dire que tout est possible, il va falloir que je le lui montre. Parce que l'éducation, parce que la transmission, ça passe par montrer l'exemple. Donc, si je lui dis ne stresse pas, mais qu'elle voit sa maman stresser toute la journée, ça fonctionnera pas. Donc, je dois me créer une vie qui ne soit pas stressante. Je dois me créer une vie où je suis sereine, où je suis bien dans les baskets pour que ma fille, elle, demain, elle sache ce que ça fait et elle sache que ça existe et de ne pas stresser dans une vie. Puis il y en a plein qui me disent, mais comment ça se fait, ta fille? Oh, mais vraiment, elle a l'air sereine, paisible. Parce que je me suis créée cette vie. C'est pas parce que je lui ai dit, ma fille, eh bien, soit plus sereine et soit plus tranquille. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est parfois se choisir, c'est tout autant choisir les autres. Donc, ne pas penser qu'on est égoïste. Et, et moi, je suis très fière de m'être choisie, très fière de ne pas me sacrifier d'une quelconque manière parce que je sais que ma fille, toute sa vie, elle va voir que sa maman, elle a réalisé ses rêves. Et si je réalise les miens, je sais qu'elle sentira qu'elle sera capable de réaliser les siens. Et ainsi de suite, parce que la génération ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que demain, ma fille se sacrifie pour mes petits-enfants. Et j'ai envie, justement, que mes petits-enfants se disent, mais c'est trop bien parce que ben, maman, elle a réalisé ses rêves, je vais faire la même chose. Voilà. Mhm. C'est Thomas d'Ansembourg qui disait, est-ce que vous pensez que la manière dont vous vivez votre vie d'adulte donne envie à vos enfants de devenir adultes? Oh, tellement Et, beau. et oui, ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, d'accord. Je vais donner envie à mes enfants d'être adultes. Du coup, ça Ouais. ressemble à quoi, quoi? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je fais bouger dans ma vie pour ça? En effet, c'est très, 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 très Oh là riche. là, je suis remplie d'inspiration là. Moi aussi, Candy, je crois qu'on s'est inspiré mutuellement. C'est formidable, c'est Oui. idéal. C'est mon rêve de recevoir que des invités qui m'inspirent et on peut s'inspirer mutuellement. Ça va être ma nouvelle Merci. intention pour ce podcast. Formidable. Écoute, merci beaucoup, Candice, Avec d'avoir accepté mon invitation pour venir au micro du podcast Shine. J'invite évidemment les auditrices à se procurer dès maintenant ton livre Vous êtes capable, paru aux éditions Robert Laffont. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre? Est-ce que tu es présente sur les réseaux? Instagram, j'ai un LinkedIn, mais le plus c'est sur Instagram avec mon blast qui s'appelle Candice Rose. Candiceroz. Puis j'imagine que tu le mettras un peu partout. Et vous l'avez également, voilà. Voilà, formidable. Merci, merci beaucoup, Candice. À très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a parlé, t'a fait vibrer ou t'a donné envie d'aller plus loin, alors imagine ce que 5 jours ensemble, du 22 au 26 juin près de Montpellier, peuvent t'apporter. La retraite Rise Up, c'est une opportunité unique de te reconnecter à ta puissance, de faire tomber les barrières invisibles qui t'empêchent d'avancer et de créer enfin la vie que tu désires profondément. Ça t'appelle? Écris-moi à contact@christinelevicky.com et je t'enverrai toutes les infos, y compris le replay de notre appel de présentation. Et en attendant, prends soin de toi et continue d'oser.